Bienvenue sur DCA Watch. En cette fin d'année, j'aimerais vous présenter ma stratégie pour 2024. Si pour moi 2023 a été l'année des obligations et du crowdfunding, je vais vous présenter ce que je pense faire en 2024 pour les actions et les autres classes d'actifs. Tout d'abord, commençons par les taux qui déterminent tout le reste. La remontée des taux d'intérêt par les banques centrales touche à sa fin et donc la baisse des obligations également. On peut observer que historiquement, il n'est pas anormal de voir les taux de la Fed dépasser les 5%. Et à mes yeux, on assiste depuis 2 ans à un retour à la normale, comme un retour à la moyenne historique après un excès baissier qui a quand même duré presque 20 ans. Actuellement, on a l'impression que le monde marche à reculons avec le retour de la guerre froide sur le plan géopolitique, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet, mais aussi comme un retour aux années 90 en termes de taux et de krach immobilier. Et puis je pense également aux institutionnels, c'est-à-dire les banques et surtout les assurances, dont les obligations à 10-15 ans sont arrivées à échéance. Et si les taux restent trop bas trop longtemps, cela met en péril leur business model. Alors qu'aujourd'hui, ils ont l'occasion de faire le plein, entre guillemets, de titres à taux élevés pour assurer une rente à leurs clients, au moins pour la décennie à venir. De leur côté, les obligations américaines à 10 ans ont atteint leur point bas en octobre pour afficher désormais un signal d'achat. On peut aussi attendre que la lagging span d'Ishimoku en pointillé noir sur le graphique dépasse les cours pour confirmer ce retournement de tendance sur les taux d'intérêt long terme. En comparant les différentes classes d'actifs pour voir où les capitaux ont été investis depuis la remontée des taux par la Fed en 2022, on voit que l'or et le dollar en ont bien profité. Mais depuis le mois d'octobre, les actions ont plutôt bien rebondi, tout comme les obligations et l'immobilier. À titre personnel, mon portefeuille obligataire est désormais constitué. J'ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos sur le sujet. Je l'ai surtout développé au deuxième semestre. Mais maintenant, je ne vais plus trop faire de nouveaux investissements pour cette classe d'actifs. Et je vais me contenter de réinvestir les montants arrivés à leur échéance, tout en générant du cash avec les coupons. Et les taux élevés prendront le relais pendant 5 à 10 ans quand les rendements monétaires baisseront. Pour ce qui concerne les actions, je vais me focaliser sur le CAC 40. Il affiche une tendance positive à moyen terme après son signal d'achat il y a 2 semaines. Mais il flirte maintenant avec son plus haut historique qui va jouer le rôle de résistance. Et l'indice devra s'en affranchir pour confirmer sa tendance haussière. Mais si on affiche le volume profile, on s'aperçoit que les volumes s'effondrent à ce niveau de prix, ce qui fragilise le rebond de cette fin d'année. En cas de repli, le CAC 40 pourra s'appuyer sur les 6600 points qui apparaissent comme un support majeur, en plus doublé par la Senkubei d'Ishimoku en pointillé bleu sur le graphique, sans parler du support technique des 6450 points. On peut donc identifier une zone de support autour des 6500 points. Apparemment, le rebond actuel depuis les 6700 points s'inscrit dans une vague B d'Elliott qui est un retracement haussier au sein d'une vague baissière. Or, la projection de la Senkubei d'Ishimoku nous indique que le cours doit impérativement se maintenir en 2024 au-dessus des 7000 points, sinon cela déclencherait une vague C qui ferait revenir le CAC 40 entre 6000 et 6500 points. Or, je pense qu'en 2024, le cours va passer 80% de son temps dans ce rectangle jaune, compris entre 6005 et 7500 points, voire peut-être 7007-7008. Mais il n'aura pas la force d'aller au-delà, tiraillé entre les anticipations de baisse des taux et l'impact négatif du ralentissement économique sur le résultat des entreprises. Au mois de juillet, j'ai posté une vidéo qui proposait 2 scénarios en accord avec ce pattern elliotiste. Et selon moi, les taux ne baisseront pas aussi rapidement que souhaité. En effet, pour maintenir l'inflation à 2% et respecter l'orthodoxie, les taux ne peuvent pas baisser en dessous de 3%. Donc on pourrait envisager dans un premier temps un retour et une stabilisation vers 4%. Et puis surtout, pourquoi baisser les taux pour les baisser s'il n'y a pas de nécessité ? Car les banques centrales ne voudront pas griller toutes leurs cartouches afin de pouvoir répondre à un potentiel signe noir géopolitique ou financier. Donc cela pourrait fournir de bons points d'entrée sans jouer le catastrophisme. Et c'est pourquoi je garde encore des liquidités. Dans ces conditions, mon portefeuille d'actions à dividendes devrait tirer son épingle du jeu, car il permet de rester gagnant dans 2 cas sur 3. Si la bourse continue son ascension, c'est tant mieux, mais si elle stagne, alors un portefeuille résilient avec un bon rendement reste une stratégie gagnante, contrairement aux valeurs de croissance. En fait, on va peut-être devoir penser en mode prime de risque. En effet, pourquoi investir sur un actif risqué avec un faible rendement, qui peut perdre 20% en une journée, alors que je peux acheter des obligations à fort rendement avec très peu de risque et la quasi-certitude de réaliser une plus-value grâce à la baisse tendancielle des taux. Par contre, on voit en ce moment les crypto-monnaies s'envoler. Personnellement, je n'ai pas pris de nouvelles positions depuis 2 ans, et il me semble que c'est un peu tard maintenant pour acheter, car le cours part à la verticale. Il fallait le faire en début d'année. Et si on veut vraiment prendre le train en marche, il vaut mieux attendre un repli vers les 35 000 $, au-dessus de son EMA 13 en données hebdo, sans que cela remette en cause la tendance haussière.
Pour faire un retour d'expérience, en dehors du BTC et de l'Ethereum, si je devais faire une stat sur 10 cryptos, 2 ont gagné 800%, 2 valent 0 et 6 ont perdu 80% avant le rebond de cette année. Donc globalement, je suis positif, mais surtout parce que j'ai eu de la chance. Et il faut compter 80% de déchets, ce qui clairement n'est pas viable. C'est pourquoi je ne suis plus à la recherche de la dernière pépite à la mode, notamment dans l'intelligence artificielle, car de toute façon les meilleurs intégreront le Nasdaq ou seront rachetés par les GAFAM. Passons maintenant à l'immobilier. Du côté des SCPI, ce n'est pas la catastrophe annoncée. Seulement une a été décotée de 15% et il fallait s'y attendre car elle est spécialisée dans les bureaux parisiens. Donc globalement, elles sont restées stables tout en continuant à verser un rendement de 4,5%. Par contre, je n'ai toujours pas de financière cotée. Les taux devraient rester relativement élevés et la charge financière de leur endettement va peser sur leurs bénéfices. En parallèle, je suis en train de vendre un parking que j'avais mis en location. En fait, j'ai voulu faire un test quand tout le monde me disait d'investir dans un studio pour le mettre en location. Et comme je ne suis pas fan de l'immobilier, je me suis contenté d'un parking pour tester avec 1/10 du prix d'un studio. Et en fin de compte, on est juste une vache à lait, un mouton à tondre, avec des frais de notaire, les frais d'agence, les taxes, les DPE, etc. Et la moindre action prend 6 mois et coûte très cher. C'est l'antithèse même du principe de Pareto. Par contre, je suis intéressé par la tokenisation des actifs immobiliers qui demandent peu de capital tout en restant très liquides. D'ailleurs, certaines plateformes de crowdfunding sont spécialisées dans le domaine, comme Realty par exemple. Et à propos du crowdfunding, je pense continuer à investir, mais de manière plus limitée. En tout cas, après un an d'expérience sur plusieurs plateformes de types différents, je vais être plus sélectif dans le choix des projets. Et maintenant, je vais pouvoir réinvestir quand j'ai un remboursement, ou au contraire, si j'en ai besoin, j'aurai des liquidités qui au final sont rémunérées à 7% après flat tax, simplement en faisant rouler mes investissements d'une échéance à l'autre. Personnellement, voici mes 3 préférés. La première brique pour l'immobilier, bien prêtée pour la facturage, et l'endosphère pour la transition écologique et la nécessité pour l'Europe de trouver des solutions à sa dépendance énergétique. Et enfin, je vais continuer à me diversifier en Europe pour ne pas tout concentrer en France, mais également aux États-Unis pour profiter du dynamisme du marché action et d'une forte capacité de rebond, pour aussi être investi en dollars, qui reste, quoi qu'on en dise, la première monnaie mondiale et une valeur refuge en cas de crise internationale. Et la prochaine étape serait peut-être de me diversifier en francs suisses, autre valeur refuge. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Donc en conclusion, pour moi 2023 aura été l'année des obligations. Et 2024 s'annonce, me semble-t-il, comme une année d'attente d'opportunités qui prendront leur envol en 2025. Voilà un peu comment je vois les choses. En 2024, il faudra bien choisir le point d'entrée de ces actions pour en tirer bénéfice en 2025. Mon portefeuille d'actions à dividendes me paraît être en phase avec une économie en faible croissance. En effet, je cherche une certaine résilience sans trop me soucier de la volatilité pour générer des revenus, ce qui me libère d'un certain stress. Et si je le laisse vivre sa vie sans trop d'inquiétude, j'aurai atteint mon objectif de Pareto, ce qui me laissera du temps pour mes projets perso. Voilà, si vous aussi vous avez défini une stratégie pour 2024, dites-le en commentaire, c'est toujours intéressant. Sur ce, bon investissement à tous.